Quel accueil! Bonsoir à tous. Bonsoir Marceline Loridan-Evans. On peut avoir un peu plus de lumière peut-être? Merci. Donc, bonsoir à tous. Oui, c'est moi que j'ai entendu. Ah, ouais. Merci d'être avec nous à la Maison de la Poésie. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Marceline Loridan-Evans et Judith Pérignon à l'occasion de la parution chez Grasset de ce très beau livre L'amour après. Alors c'est le deuxième livre que vous écrivez ensemble après Et tu n'es pas revenu, qui était un récit que vous adressiez à votre père, Marceline Loridan-Evans, votre père avec qui vous avez été arrêté et déporté en 1944 alors que vous aviez 15 ans. Vous avez, en tant que réalisatrice, signé de nombreux films, Algérie, année zéro, avec Jean-Pierre Sergent, puis, qui est peut-être là, hein, dont vous parlez dans ce livre, puis avec votre mari Joris Ivens, 17e parallèle, comment Yukong déplaça les montagnes, ou encore Une histoire de vent, le dernier. Et puis, après sa mort, vous avez réalisé seul La petite prairie au boulot, qui est une fiction sur le retour d'une femme déportée à Auschwitz-Birkenau. Judith Pérignon, vous êtes journaliste et romancière. Vous avez publié de nombreux livres en collaboration. Et puis, seule, vous avez publié votre premier roman en 2010, intitulé Les Chagrins. Et récemment, Victor Hugo vient de mourir aux éditions de l'Iconoclaste. Vous réalisez également des documentaires pour France Culture. Alors ce nouveau livre, L'amour après, est le récit de votre vie amoureuse, Marceline Loridan-Evans, mais aussi le récit de votre rapport au corps et au désir après le retour des camps. C'est aussi et surtout peut-être l'histoire de votre émancipation et de la réconciliation entre la survivante et la femme, une réconciliation qui a pris du temps. C'est ce que vous racontez dans ce livre, dans lequel on retrouve la trace de ceux que vous avez aimés, amis ou amants. Certains sont d'ailleurs toujours vivants, hein. Il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes, des amis chers. Citons notamment Simone Veil, avec qui vous avez été déporté. C'est un livre extraordinairement libre et vivant et qui est écrit au présent. Ça, c'était très important. Est-ce que, en terminant le précédent livre, vous vous êtes dit que, voilà, qu'il fallait écrire la suite, qu'il fallait continuer? Vous avez retrouvé chez vous une valise que vous appelez la valise d'amour, dans laquelle étaient enfermées vos archives, votre correspondance amoureuse, mais aussi amicale, parfois des brouillons de lettres que vous n'aviez jamais envoyés. Ça a été ça le déclencheur? Le problème, c'est d'une certaine façon, c'était un... Non, la valise, elle était nullement cachée de moi. Je la connaissais, je savais ce qu'elle contenait, globalement, sans pas du tout dans les détails. Et j'ai moi-même eu la surprise de découvrir des lettres oubliées. Des hommes oubliés aussi, et beaucoup d'autres hommes encore plus oubliés au point qu'ils ne sont pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé, hein. Voilà. Vous avez été très aimée dans votre vie, Marceline Loridan-Evans. Ben, finalement, pas mal. Oui, je trouve, j'ai eu du bol. Mais finalement, c'est dans l'accumulation qu'on s'en rend compte. Hein. Parce que franchement, avant d'ouvrir le couvercle de cette valise, j'en avais pas la moindre idée. Je pensais peut-être que j'avais été un peu aimée, voilà. Mais à ce point-là, dans les détails, non. Et donc... Et même, j'ai fait les plus grandes découvertes que ça. J'ai attribué à mon mari, que j'adorais, tant de femmes qu'il n'a pas eues, finalement. On prête beaucoup aux hommes, c'est ce que vous écrivez. Oui, c'est vrai. Et Parce pourtant... que ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, ce qu'on cherchait,
Cette valise, on n'a pas commencé par ouvrir celle-là. Non. La première chose dont Marceline m'a parlé, c'est d'une boîte assez grosse, d'après ce qu'elle racontait, qu'on lui avait remise à la mort de Yoris et qui devait contenir toute la correspondance amoureuse de Yoris. Donc évidemment, moi j'étais curieuse et on l'a cherchée. La boîte a fini par ressembler à un petit dossier. Dans ce dossier, il y avait des tas de lettres en hollandais, des récits de tournage, des dossiers médicaux et rien d'ordre amoureux. Et c'est là que Marceline a dit « mais moi aussi j'ai une valise ». Et en fait, effectivement, tout était de son côté. Donc vous avez ensemble ouvert cette valise et ensemble découvert ces trésors, au fond. Donc finalement, j'étais plus voyou que je ne le croyais. Oui. Hein. Alors, ce livre, L'amour après, il commence à Jérusalem. Il commence par un épisode très douloureux, puisque vous êtes en train de faire la promotion du précédent livre et tu n'es pas revenu. Et soudain, vous êtes en train de signer le livre. Et là, vous perdez la vue. On va peut-être écouter une lecture du début de ce livre. Pendant 2 heures, je discute avec un public sur un film que je présente, que j'ai réalisé dans les années 2004-2005. Et ensuite, je vais pour signer mon dernier livre. Et c'est là qu'une femme me dit « Faites attention, vous êtes en train d'écrire toujours sur la même phrase. » Alors je suis sidérée et je regarde et tout d'un coup je suis dans le noir absolu. Je me rends même pas compte que je ne vois plus. Il me faut un certain temps pour le découvrir. On lit un petit oui, peu. Oui, bien sûr. Pour qu'on entende le sonner. Alors je vais sauter les paragraphes que Marceline vient de raconter. Donc elle est dans le noir. Nous sommes rentrés précipitamment à Tel Aviv. J'avais le sentiment que j'allais mourir, qu'il fallait en finir plutôt que de vivre ainsi. Mais tout ça, je crois, ne se voyait pas de l'extérieur. Je cachais tout. Je remettais mon suicide à plus tard. On ne vient pas en Israël pour mourir. Il fallait continuer, comme d'habitude. Une fois dans ma chambre, j'ai allumé un pétard, puis un autre. Mon amie Annette était avec moi. Je lui parlais de mes noms, de Rosenberg, le plus important de tous, qui a pourtant disparu derrière le patronyme des hommes que j'ai aimés ou épousés, ce que j'ai toujours regretté. C'était peut-être ma façon de dérouler mon histoire en sens inverse, puisque je la pensais terminée. Mais je ne crois pas avoir été dramatique. L'herbe faisait son œuvre, me détendait. Et puis subitement, toutes les lumières se sont éteintes. L'hôtel était plongé dans le noir total, d'autant que dehors la nuit était tombée. Et très vite, il est apparu que c'était moi la coupable. En fumant, j'avais déclenché l'alarme. Et moi, pour ne pas dire scandale dans le couloir et les chambres voisines, je suis sortie, moins paniquée que les autres. J'avais un peu d'avance sur eux dans l'obscurité. Je bafouillais quelques excuses en rigolant, en jubilant aussi. L'hôtel s'était mis à mon diapason. J'y avais imposé un rigoureux Shabbat que je ne pratique pas. Est-ce que je me plaignais, moi, promise au noir pour le restant de mes jours ? Le lendemain, à l'hôpital de Tel Aviv, ils n'ont pas été rassurants. Mais, comme la veille, je n'ai pas crié, pas pleuré. Je suis sortie entourée de mes amis, scandalisée de ne plus y voir, et j'ai dit que j'avais envie d'aller déjeuner au Bergounia pour y commander des petits calamars frits. Ils sont tendres là-bas, rien à voir avec ceux qu'on nous sert en France. Et ils me rappellent ces dimanches de mon enfance, quand nous allions à la campagne avec mes parents, manger des petites fritures. J'ai bu du vin blanc pour accompagner le poisson. Très vite, j'ai été légèrement saoule. J'ai laissé les autres. Je suis passée dans l'autre salle. Je me suis frayé un chemin dans la foule. Ça sentait le cannabis, la jeunesse et l'ivresse. Et peut-être que Marceline, tu peux nous raconter la suite. Et oui, parce que très curieusement, dans ce restaurant, il y avait 2 salles. Une salle pour le cannabis et une autre salle. Parce qu'on est dans un territoire libre en Israël. Donc voilà. Et donc, j'avais pas de cannabis. Donc j'ai tapé tous les gens qui étaient assis. Ça faisait un certain nombre de personnes. Et je prenais leurs cigarettes, je fumais, je leur rendais, je prenais la suivante. J'ai fait le tour de tout le bar, comme ça.
Et je peux vous dire, j'étais bien raide après. Ça, c'est sûr. Et alors, il y avait 2-3 personnes debout, comme ça, et un garçon était proche. Je ne voyais rien, j'étais dans le noir absolu. Alors j'ai attrapé quelque chose, c'était son bras, un bras suffisamment circonstancié, je dois dire, d'un jeune homme, d'un travailleur sûrement. Et je lui ai dit, t'es juif, toi? Il me dit, oui, je suis juif. Et je lui ai dit, tu viens d'où? Du Liban. Ah bon, d'accord. Et alors, la musique était assez forte, assez vibrante. Donc on a commencé à danser comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette idée terrifiante pour moi. C'est l'idée que je puisse disparaître en ayant un numéro tatoué sur le bras que je ne transmettrai pas, qu'il fallait que je transmette. Alors je lui ai dit, voilà, tu sais qu'ici, il y a des gens qui prennent le numéro de leurs parents qu'ils ont sur leur bras. Il dit oui. Et j'ai dit, ben, moi je vais te donner le mien parce que moi je voudrais quand même continuer à savoir ce qui se passe dans le monde. Et à travers ce numéro que tu auras sur ton bras, je continuerai à savoir ce qui se passe du fond de l'endroit où je serai pour l'éternité, en principe. Je ne sais pas si ça marche, je ne crois pas. Mais enfin, bref. Et donc, en même temps, c'était un garçon. Je trouvais qu'il était normal que je le donne à une femme. J'ai une jeune femme passée à mes côtés qui semblait au toucher très bien habillée, et donc assez beaucoup plus riche que lui. Et je lui ai posé la même question, est-ce que tu prendrais mon numéro pour te l'inscrire sur mon drame, sur ton bras? Elle m'a dit oui, bien sûr. Et j'aurais écrit mon numéro sur du papier avec la moitié de l'étoile de David que j'ai toujours sur ce bras, qui m'a été faite par les nazis pour me déterminer comme juive, bien entendu. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis vachement juive. Hein. C'est vrai. Et donc, voilà, j'étais dans cette atmosphère de sentiment de vouloir mourir, de ne pas pouvoir le faire dans ce pays, de devoir rentrer en France et de ne pas avoir d'autre solution que de mourir. Parce que sans voir, la vie est impossible. Et donc, voilà. Et puis, j'étais très, 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 très triste parce qu'en même temps, j'aime beaucoup vivre et il fallait bien mourir un jour, hein, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire de ce moment très douloureux de cette vie-là, dont je ne savais pas quoi faire. Comment vous vous êtes dit toutes les deux que l'endroit où il fallait creuser, où il fallait aller chercher, c'était vraiment ce rapport au corps, ce rapport au désir, cet amour après? Parce que vous en avez parlé de ça avec vos amies survivantes, et on a l'impression que personne ne voulait en parler, et vous êtes allé creuser. Ah ben c'est une idée que j'ai dans ma tête depuis fort longtemps. Et ce n'est pas une idée neuve. Après avoir écrit « Et tu n'es pas revenu » dans cette lettre à mon père, j'ai immédiatement après dit à mon éditeur que j'avais un autre livre à écrire très important. C'est l'horreur de la nudité dans les camps. La souffrance des nudités, la souffrance de l'humiliation
par la présence des nazis face à nous est permanente, et de leur l'humiliation subie. Et surtout, des femmes, des jeunes filles, des jeunes adolescentes découvrant pour la première fois le corps de leurs parents. Parce que dans ma génération, on ne connaissait pas le corps de ses parents. C'est vrai, et on n'allait pas à la plage. On ira à la plage beaucoup plus tard. Voilà. Donc pour moi, c'était une idée très, très essentielle, et aussi d'avoir constaté l'impossibilité de communiquer sur ces sujets avec les gens qui avaient vécu la même horreur que moi, la mienne. Le refus d'en parler à tout prix, envers et contre tout. L'impossibilité de communiquer quelque chose. Donc j'ai appelé une de mes amies qui vit à Haïfa, avec laquelle j'étais à l'école en classe de 4e, et qui m'avait dit il n'est pas question que je te dise quoi que ce soit sur ce sujet. Voilà. Et personne autour de moi n'acceptait d'en parler. Et à mon avis, je n'ai pas encore été véritablement confrontée aux rares personnes qui sont encore survivantes, mais je pense que c'est une communication. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais impossible. À l'heure actuelle, à mon avis, ça vient sûrement d'une éducation, je ne sais pas. Parce qu'on voit bien quand vous rentrez que vous êtes une femme coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la survivante, de l'autre côté la femme, vous êtes à la fois attirée par la vie, et puis à la fois il y a quelque chose, vous dites, Judith Pérignon, vous écrivez qu'elle flirte avec la mort, enfin il y a cette double chose-là, et la réconciliation va prendre beaucoup de temps. C'est pas la question. Oui, d'ailleurs, on a trouvé dans cette valise, il y a parfois, alors tout était très, très mélangé, hein, c'était un vrai fatras. Et je me souviens du jour où on a trouvé des petits mots déchirés, mais c'était un bas de page comme ça, et c'était ce petit mot qui est au début du livre où Marceline s'écrit à elle-même, en tout cas en se disant il ne faut pas écrire, il faut continuer. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a la tentation, elle est complètement parfois envahie par ses souvenirs, et qu'elle les repousse très, très, très violemment. Et ce mot qu'elle s'écrit à elle-même, et ce « il faut continuer », c'est vraiment le serment qu'elle s'est fait, que la jeune fille s'est fait, et en repoussant cette survivante. Et donc, il y avait vraiment... moi, c'est quand j'ai vu ce petit mot de Marceline à Marceline que je me suis dit, elle était double, quoi. Et en plus, il y a dans le making-of du film de Jean Rouch et Edgar Morin, il y a Marceline parle du tournage. Chronique d'un été. Chronique d'un été, et elle se regarde en 60, et elle dit, mais je voudrais lui dire à cette jeune fille, Marceline, elle dit ça dans le making-of, c'est-à-dire que Marceline, donc dans notre livre, elle se regarde jeune fille, comme la jeune fille regardait la survivante, et c'est un puzzle, et finalement les bouts comme ça, elle va effectivement de devenir elle-même au bout de quelques années, enfin tout raccroché ensemble. Est-ce que ça a été décisif pour vous, ce tournage de Chronique d'un été ? Alors, vous expliquez bien dans le livre, en effet, que tout n'a pas été gardé au montage, mais c'est là que la parole va sortir, mais c'est là aussi que vous comprenez certaines choses ? Oui, j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop parce que le cinéma vérité, je trouve que c'est du bidon. Il n'y a pas de cinéma vérité. J'ai pas l'impression d'être dans la vérité de quelque chose. Mais en même temps, sans doute, une certaine vérité existe et ressort. Voilà. Et avec le temps, sans doute, ça peut jouer un certain rôle
d'appréciation. Mais bon, c'est sûr que c'est difficile. Edgar Morin, et surtout Edgar Morin, beaucoup plus que Jean Rouge, se sont gargarisés avec cette idée de cinéma vérité. Mais bon, à bon compte, hein, franchement. Parce que, tu vois, la scène entre le petit noir, là, sur les escaliers, et Angelo qui dit maintenant on est des potes, c'est pas vrai. Rien que la manière dont il le dit, on voit bien que c'est du bidon. Et bien voilà. Et ça veut dire que les gens. Et d'ailleurs, à toute la fin du film, moi je dis j'ai joué. J'ai toujours joué. J'ai joué un certain personnage. Voilà. Donc, est-ce que c'est le cinéma vérité? Ça, je ne le crois pas. Mais ils s'y sont gargarisés avec bonheur. Hein. Mais ce qu'on apprend, en tout cas, en lisant ce livre, c'est que vos larmes, au fond, elles étaient doubles. C'était à la fois le souvenir de ce que vous aviez vécu, mais vous viviez aussi au présent un chagrin d'amour. Ah ben oui, parce qu'il était, lui, il était vrai. Oui, mais bon, c'est compliqué. J'étais cocu. C'est tout. J'aimais beaucoup Jean-Pierre, et lui, il m'aimait pas moins, ou moins bien. Mais on est toujours des grands amis. Alors, c'est ce que vous racontez dans le livre, en effet. Ouais. Donc, vous viviez donc en 1962, vous avez tourné ensemble Algérie année zéro. Absolument. Voilà, et donc vous vous êtes séparés, vous aviez 15 ans d'écart, oui. Et puis vous vous êtes retrouvés des années après, et vous vous voyez toujours. Et oui, on ne s'est jamais quittés, en fait. Et d'ailleurs, même maintenant... quand il vient à la maison, il faut que je sois couchée pour qu'il s'en aille. Comme ça, il est sûr que je ne me casse pas la gueule. C'est vrai. Et ça, c'est fantastique. C'est un geste d'amour, d'une grande tendresse, bien sûr. Mais parce que les gens qu'on a aimés un jour, on les aime toujours. Enfin, il n'y a pas de... Pourquoi on ne les aimerait pas du jour au lendemain ? Sous prétexte qu'ils vous aiment plus d'amour ou que vous ne les aimez plus d'amour. Ben non. Et d'ailleurs, il serait temps que les gens vivent autrement. Changent un peu leur façon de vivre. Qu'ils arrêtent avec leur esprit de possession, cette volonté de transformer l'autre à son image. C'est ridicule. Et puis voilà. Donc... tu fais ça, moi je fais pareil, je préviens. Et je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas comme toi. Voilà, il y a une égalité. Et il y a une façon d'essayer de vivre, de respirer ensemble différemment. Sinon, rien ne changera dans le monde. En tout cas, c'est clair aujourd'hui. Et la délation, ce n'est pas ce qui résout les choses, même s'il y a des actes de délation qui se justifient pour des situations effrayantes. Mais c'est précisément une grande leçon de liberté, ce livre. Au fond, vous avez aimé en étant toujours très libre. Et au départ, au fond, aimer pour vous, c'était vous partir de chez votre mère. Enfin, c'était vous émanciper. Ah, pour moi, la liberté, il n'y a rien de plus important que la liberté. Et voilà. Donc, moi, j'étais toujours un être libre. Et je ne vois pas pourquoi je ne serais pas un être libre. Je sais bien qu'on est entouré de fils barbelés. Je ne me fais pas d'illusions non plus. Mais en même temps, je sais aussi qu'à l'intérieur de cela, on a une marge de liberté considérable qu'on peut pouvoir exercer. Et qu'on arrête de se copier les uns les autres ou de répéter toujours les mêmes erreurs. Voilà. Mais tirons les leçons de ce qu'on a fait, de ce que les gens du passé ont pu faire.
il y a eu des périodes dans l'histoire de l'humanité où les êtres étaient infiniment plus libres que nous aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que ça a à voir en ce moment? Vous allez tous hurler de ce que je vais vous dire. L'islamophobie, ça m'emmerde. Franchement, il n'y a pas d'islamophobie en France. Ah ben oui, c'est pas Marceline avec son sujet, c'est Marceline avec la vérité. Faut arrêter de dire des conneries. Judith Pérignon, la liberté, c'est vraiment le fil directeur que vous donnez à ce récit. Bah, c'est le fil de la vie de Marceline. Le livre ne fait qu'épouser les choix et la vie de Marceline, qui tâtonne beaucoup dans les années 50. C'est un processus de survie. Mais je trouve qu'elle a toujours un instinct qui l'amène vers les bonnes personnes. Dans ces années-là, elle refuse effectivement l'injonction de la société et de sa mère qui est de se marier très vite. Et elle va vers ce Saint-Germain-des-Prés, qui est à l'époque un quartier passionnant où convergent un peu alors les étudiants, les artistes, les gens un peu désaxés. Et elle demande à tous ces gens de la nourrir de lecture, de conseils de lecture. Il y avait dans cette valise beaucoup de listes de livres à lire, dans des petits carnets, Marceline, donc elle ne va pas à l'école, enfin, quand elle est arrêtée, déportée, elle ne va pas à l'école, et elle sent bien que c'est quelque chose qui va lui manquer. Donc, et c'est son instinct qui la guide, qui la nourrit, c'est-à-dire que... Et donc le livre ne fait qu'épouser tout ce fil-là, ces rencontres, ces combats, et parce que c'est comme ça qu'elle a vécu. Mais vous avez eu des professeurs absolument incroyables. C'est par la philosophie notamment que vous avez rencontré Jean-Pierre Sergent. Et donc il y a une scène absolument incroyable dans le livre où il vous corrige un devoir de philo et puis il vous met que vous vous êtes trompé. Puis vous dites, attendez, je vais appeler Merleau-Ponty. Ah bah oui. Bah carrément. Ouais. Ah bah oui. Il est accessible, Merleau-Ponty. C'est pas... Pour vous, il l'était en tout cas. Rien ne m'aime pas. Tout m'est accessible. Mais tout est accessible à tout le monde. Il leur suffit d'avoir un peu d'audace avec eux-mêmes. C'est tout. Et de rompre, savoir rompre. Et puis, il y a ces lettres absolument incroyables de Georges Perec. Alors, pour le coup, vous en aviez complètement oublié l'existence. Et donc, en fouillant dans cette valise, vous tendez les lettres à Judith Pérignon en disant, tiens, c'est Georges. Oui, c'est Georges. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, en fait, c'est que Marceline, elle lit maintenant sur une machine qui grossit les caractères des livres ou des lettres. Alors, il faut imaginer des lettres manuscrites des années 50, c'est écrit très serré. Donc c'est fatigant à lire pour Marceline. Donc, souvent, elle lisait à l'amorce, puis elle me les donnait. Alors, moi, quand je prenais une lettre, on se séparait les tas comme ça, mais j'allais souvent à la signature et je lui disais, c'est qui Jacques, c'est qui Yves. Alors, ça a oublié. Et donc, elle me tend une lettre qu'elle a commencée, puis elle me dit, ça, c'est encore de l'amour. Et donc, moi, je vais à la signature, je dis, c'est qui Georges? Et elle me dit, c'est Georges Perec. Et là, c'est vrai qu'il y a une photo de Georges Perec en face de son bureau, sur la cheminée. Et donc, je lui dis, mais t'es en train de me dire que là, j'ai une lettre d'amour de Georges Perec entre les mains, genre inédit, tout ça? Elle me dit, ouais, j'avais oublié. Puis on en a trouvé une deuxième, puis une troisième. Et puis effectivement, en fait, en bas de la lettre, il y avait écrit tout. Enfin, j'avais pas vu Georges Perec, 1 rue Honoré, je crois qu'il donnait son adresse. Et donc là, j'ai eu un peu les mains qui tremblaient. Alors je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises à les emmener? Je vais les saisir chez moi et puis je te les ramène. Et je dis ça. Pourtant, il y a des très belles lettres d'anonymes. Ce que j'aime dans ce livre et en le faisant, c'est que c'est vraiment un moment où les gens s'écrivaient et je ne veux pas survaloriser la lettre de l'écrivain, du futur écrivain et grand écrivain de la Pléiade, parce que je pense qu'il y a une très belle écriture chez tout le monde, dans les gens qui écrivaient à Marceline, amis, femmes, amants. Mais bon, c'était Perec, donc il y a eu un petit instant d'émotion. Ouais. Qu'avez-vous ressenti en lisant ces lettres? Moi? Oui. Oui, mais j'avais pas envie de lui, alors c'est tout. Vous lui avez brisé le cœur, on peut dire ça comme ça. J'avais le droit de pas avoir envie de lui. Hein.
Non, mais je veux dire, enfin, après, là, aujourd'hui, quand vous les avez retrouvés... Ah ben, ça m'a troublé beaucoup. Je me dis quand même, je charrie, j'aurais pas dû oublier. Mais oui, mais j'avais oublié. Parce que c'est toujours étonnant de voir le regard que vous portez sur la jeune fille que vous avez été, ou parfois vous lisez des lettres, par exemple, que vous avez envoyées à votre premier mari, et vous dites, mais je ne me reconnais pas, c'est pas moi qui ai écrit ça, dans les formulations. Alors, vous écriviez comme on écrivait à l'époque, sûrement. Ouais. D'abord, j'écrivais pour... qu'il accepte que je ne vienne pas le rejoindre. Et c'était bien compliqué, avant tout. Mais en même temps, il me touchait beaucoup parce que je me rendais compte que j'étais quand même pas vachement pas honnête. J'étais même malhonnête. Parce qu'il m'envoyait de l'argent et moi je lui disais non, je ne viendrai pas, mon pauvre vieux. C'était pas très gentil, ça. Ouais, mais il ne me disait pas qu'il avait reçu une autre fille à ma place. Hein. Vous savez, les gens sont plus compliqués qu'ils ne pensent, ou qu'ils ne le disent. Mais ce qu'on sent bien dans cette période de votre vie, et en lisant ces lettres, et en lisant le récit qu'en fait Judith Pérignon, c'est comment vous avez commencé à être politisée. Parce que vous vous dites aussi à cette période-là que vous ne voulez pas aller le rejoindre parce qu'il est parti pour travailler dans ce qui est encore les colonies. Et on sent cette chose très politique chez vous. Ah oui, c'est vrai. Je ne pouvais pas supporter le colonialisme. Ça m'exaspérait. Je ne pouvais pas supporter la manière dont les Français tutoyaient les Algériens. Voilà. Et moi, je suis avec une dame algérienne que j'adore. Eh ben, je l'appelle toujours madame. Elle est aussi madame que moi, non? Et puis, tout le monde est madame. Et puis, on respecte les gens pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment ils se conduisent, voilà. Et donc, je n'ai jamais accepté cette espèce de négligence avec les autres, parce que j'en ai trop souffert moi-même comme juive. Et moi, comment je pourrais me conduire de cette manière incroyable, inadmissible, voilà. Mais ça vient de ma nature, de l'éducation que j'ai reçue, de ce que j'ai vécu dans les camps, de toutes les humiliations que j'ai subies, voilà, de la violence de ces humiliations aussi. Mais bon, tout le monde ne se respecte pas de la même manière, hein, et beaucoup de gens ne méritent pas qu'on les considère. Mais Marceline, elle n'aimait pas replonger vers ses lettres avec Francis Loridan, son premier mari, justement à cause de cette relation. Elle s'en veut un peu. Et moi, j'étais assez passionnée par cette correspondance. Il écrivait beaucoup de Madagascar et d'ailleurs. Et on voit passer les années 50 de manière saisissante. Et on a là les deux France, en fait. Hein. On a là vraiment deux France. Lui, il est dans une forme de sincérité. Il écrit... il est complètement dépositaire de ce discours colonial. On aide ces sociétés avancées. Moi, je construis des ponts. Moi, je construis des routes. Enfin, tous les débats qui reviennent. Il était rousseauiste, quoi. Mais, et Marceline était partie vers autre chose. On remarque que pendant la guerre, ils n'ont pas vécu, enfin, ils n'ont pas la même mémoire de la guerre. Et au-delà de leur histoire à eux deux, on sentait de France, en fait. Hein, de France. Mais on sent bien qu'au fond, vous avez toujours mélangé l'amour, le travail, la politique. Tout ça, ça allait ensemble. Oui, je fous tout dans le même panier. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui. Des fois, oui, des fois ça marche, des fois pas. Ça dépend. Si on revient, Judith Pérignon, à cette question essentielle du corps dans ce livre, on peut peut-être écouter un deuxième extrait du texte. Il m'a fallu du temps pour comprendre que le plaisir vient du fantasme, puis de l'abandon. J'avais peur de l'abandon. C'était l'une des pires choses au camp. Se relâcher, abandonner la lutte de chaque jour,
flirter avec volupté vers l'idée que tout vous est égal, et devenir une loque qui n'attend plus que la mise à mort. Il m'a fallu faire taire la mauvaise voix en moi, celle qui parle la langue du camp, qui est chargée de son inhumanité, qui nous dédouble sans cesse, moi et bien d'autres qui ont connu le même sort. Ce que je cherchais dans l'étreinte d'un homme, c'était une place dans ce monde, une échappée. Mais qu'avais-je à lui offrir en retour? Pas grand-chose. Chaque fois, je m'enfuyais. J'avais besoin d'éprouver ma liberté. Que se passe-t-il? Je suis rentrée chez moi environ à minuit, puisque vous me disiez ne venir que très tard, et j'ai attendu toute la nuit. Tous ces mots d'attente. Jamais trop mon tourment, mon amour, jamais trop. Et ce grand malentendu de l'amour qui laisse croire au délaissé que l'absent était perdu de bonheur. Je ne l'étais pas. Au bout d'une heure entre valise et machine, je finis par me lasser de ces mots enflammés, signés d'hommes dont la disparition n'a laissé aucun trou dans ma vie. Comme une page chiffonnée qu'on déplie, la mémoire se laisse lire, et c'est moi, c'est ma vie qu'elle dévoile. Si je ne viens pas, si je recule, si je pose des lapins, c'est que je ne suis pas nette, pas franche. Je n'ai pas grand-chose à donner et je ne sais pas le donner. Je ne sais pas lâcher prise, je n'aime pas qu'on me touche, je n'aime pas me déshabiller. Sans qu'ils le sachent, et sans que je le sache non plus d'ailleurs, je déposais mon passé, mon impasse, ma dureté entre leurs mains, même brièvement. Ce que l'on met de soi en l'autre est tellement plus vaste qu'on ne le croit. Oui, c'est beau. Les hommes de votre vie, il y a eu plusieurs périodes. Vous les avez au début d'abord cherchés parmi les survivants? Oui. Mais oui, comme ça, pensant que c'était... Mais en même temps, j'avais toujours l'impression qu'un juif, c'était comme un frère. C'était embêtant, quoi. Et donc, j'ai cherché ailleurs. Mais je n'étais pas obnubilée non plus par... je n'étais pas obsessionnelle du judaïsme. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus obsessionnelle. Même à juste raison, parce que la situation est tragique. Elle va devenir de plus en plus tragique, même si vous vous en rendez pas compte, c'est sûr. Entre l'Iran, Erdogan, ce connard, oui, voilà, les rêves de grandeur de ces peuples, les dangers sont considérables. Et la situation des Juifs, et pas seulement des Juifs, des chrétiens, des Azédis, de tous, sont terribles. Et puis aussi, ce qui m'a frappé aussi, c'était la découverte de ce qu'a été la dimitude dans les pays du Maghreb. Mais la France n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, parce que le décret Crémieux, c'était pas que pour les Juifs, c'était pour les chrétiens aussi. Faut pas l'oublier. Il y a des mensonges là considérables qui ont été perpétués, qui n'ont pas du tout à clarifier la pensée de notre peuple. C'est vrai. Des illusions aussi, beaucoup d'illusions. Et donc, il faut arrêter, il faut essayer de comprendre plus intelligemment, aller assez loin dans ce qu'est cette évolution de notre monde actuel, et essayer de réfléchir plus intelligemment, quoi. Mais il faut arrêter de répéter des conneries. Voilà. Non, je veux dire que là, dans les réponses de Marceline, avec Marceline, ce qui était toujours intéressant, et parfois il y avait aussi du frottement, c'est que justement, on écrivait sur le passé, Marceline est très habitée par le présent, et donc, effectivement, parfois elle est plus parfois intéressée par le présent et plus réactive à l'actualité que voilà, ça me rappelle nos séances de travail. Où mais justement, on y retourne. Ce livre, il est vraiment écrit au présent. Ça, c'était important.
Oui, parce qu'il fallait... Vous revenez toujours au présent. Oui, bien sûr. Parce qu'il fallait faire, essayer de recontextualiser, essayer de retrouver les émotions, enfin, ce que Marceline était à cette époque-là, qu'elle n'est plus, parce qu'effectivement le temps a passé, parce que beaucoup de gens, enfin voilà, les temps ont changé, comme dit Marceline. Et dans cette après-guerre, elle veut échapper à cette étiquette de juive. Oui, absolument. Et donc, c'est une époque, effectivement, qui va ouvrir énormément. On va vers les années 60. C'est une époque qui va ouvrir les fenêtres. Et donc, en tant que femme, elle va en profiter. Elle va même être précurseur. Oui. Donc, elle ne veut pas être la juive à cette époque-là. Elle veut être juste Marceline. Elle est dans l'universalité. Croyant profondément à la laïcité française, à laquelle je crois toujours d'ailleurs, et puis... au texte, voilà. Elle va au théâtre tout le temps, tu vas au théâtre tout le temps. Et la nécessité, pensant d'ailleurs que c'est à travers la Révolution générale que le problème juif se résolvera. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est autre chose. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, les luttes qui vont avoir lieu vont être terrifiantes. Hein. Mais il y en a eu des luttes quand même. Il y en a eu. T'en as mené des luttes. Oui, il y en a encore à mener. Hein. Mais justement, si on revient à ces années 60, on a l'impression en effet que vous avez été précurseuse de la libération des femmes, mais oui. en suivant votre intuition au fond. Ah oui, beaucoup plus mon intuition. Oui. Il y a quelque chose de pas calculé chez vous. Absolument. J'ai beaucoup suivi mon intuition. Et la plus importante, c'est ce qui s'est passé en 2001. La chute des tours en Amérique. Ça je n'oublierai jamais. J'ai reçu un coup au cœur inexplicable, inadmissible. Et les gens qui n'ont pas ressenti ce choc à l'intérieur d'eux-mêmes le comprendront un jour. Peut-être ce sera trop tard, mais ils le comprendront un jour. Ils devront le comprendre. Parce que ça a été pour moi terrifiant. Absolument. Et même toutes les conséquences, tout le complotisme autour, tout ce qui a été dit, répété. C'est ce qu'on expliquait à la fin du premier livre. On en parlait à la fin du premier livre. C'est la fin d'une époque. Ah oui. C'est la fin d'une époque, le début d'une autre. Mais n'empêche que dans celui-là, on sent venir, sur ce thème de la libération des femmes, de l'amour, quelque chose qu'il faut toujours défendre. Oui. Mais il y a des lettres qu'on a trouvées justement parmi... on parlait des hommes, mais il y a des lettres de femmes oui. Qui ont été... qui étaient bouleversantes, quoi, qui étaient bouleversantes. Ah oui. On peut peut-être en parler de ça. Toi Ah oui. Bébé Caramel, par exemple, il y avait des personnages. Ah oui, Bébé Caramel. Bébé Caramel, ces jeunes femmes égarées dans Saint-Germain, parle-nous d'elles. Oui, l'horreur de ces gamines perdues. Drôle aussi. S'ennuyant. Toutes ces femmes qui nous écrivent, qui m'écrivaient comment elles s'emmerdaient chez elles. Comment elles s'emmerdaient avec leur mari. Oh là là, elles sont quasiment enterrées vivantes, hein, c'est ce que ben oui, elles étaient la vie qu'elles-mêmes. Elles étaient comme enterrées vivantes. Et à mon avis, il y en a encore des milliers comme ça. Et il y en a qui se préparent avec des voiles en plus, alors je te dis pas. Hein. Alors, voilée en plus, alors à l'âge de 7 ans, voilée à 7 ans, non mais attends. C'est un scandale. Et, oui, il faut la libération des femmes. Mais bon, il faut qu'elles aient du courage aussi. Elles n'en ont pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Mais si on parle des femmes, alors il y a en effet ces jeunes femmes, dont certaines sont des filles mères, comme on disait à l'époque, et qui ont une énergie incroyable, hein, qui font des choses absolument incroyables. Et puis, pour le versant politique, il y a des femmes algériennes dont vous retrouvez la photographie, les poseuses de bombes du FLN. Ben oui, mais t'as vu comment elles ont été rattrapées, hein? Elles ont été refoussées dans les harems, hein? Ben voilà, on s'était dit, puisque Marceline, sur ce sujet-là, est inquiète, et justement, et qu'on parlait aussi beaucoup d'aujourd'hui, quand on a trouvé cette photo, effectivement, elle montre entre ces jeunes femmes algériennes, donc on est en 62. Exactement, 62. Avril 62, c'était des poseuses de bombes du FLN, elles sortent de prison. Et ce qui est frappant sur cette photo, c'est que... elles ont les cheveux très courts, ces petites robes des 60s. Oui, des robes courtes. On voit leurs genoux, elles sont... Voilà. Et donc j'ai dit à Marceline, voilà un moyen de parler d'hier et d'aujourd'hui, de réfléchir et de dire les choses, avec... dans leur complexité. Et effectivement, ces femmes-là qu'elle interviewait, qu'elle avait accompagnées, puisque... Ah ben oui, je les connaissais toutes, bien sûr. Et à propos de ces femmes, il faut se souvenir que Simone Veil a joué un rôle dans leur transfert en France, hein, puisqu'elle dirigeait alors... elle les a sauvées, puisqu'elle dirigeait alors l'administration pénitentiaire, et elle a tout fait pour qu'elles soient transférées en France et qu'elles ne restent pas dans les prisons algériennes. Qu'elles ne soient pas violées là-bas. Et oui, elles étaient dans les prisons tenues par l'armée française, et elles sont rentrées dans les prisons françaises de droit commun. Oui, oui, absolument. Mais c'est pour ça que tout se mélangeait, c'est-à-dire que dans le passage que je vous lisais, où on est parti du déblocage du corps, de quelque chose de très, très intime et très singulier, qui est le déclenchement du livre, et après, en fouillant tous ces papiers et en tournant autour de ce thème, à la fois on a des scènes très intimes, oui. Et puis tout à coup, parfois on élargit le champ à une époque. Et c'est toujours ça, la vie de Marceline, et sûrement parce que l'histoire, la grande histoire, l'a attrapée très jeune. Et quand on écrit et on travaille avec elle, c'est ça, c'est aller de l'intime au très général, au bruit du monde, quoi. Et il fallait réguler tout ça. Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais plus exactement comment vous l'écrivez. Je crois que c'est dans le premier livre, mais l'histoire, elle vous a broyé, mâché, recraché, mais elle est toujours là à côté de vous. Elle est toujours là avec moi, oui. Ah oui, je n'y échappe jamais. C'est vrai. On parlait à l'instant de la figure de Simone Veil. Il y a des très très beaux passages dans ce livre sur votre amitié avec Simone Veil, avec qui vous avez été en déportation, et puis sûr. Vous vous êtes perdu de vue au retour. Oui. Vous vous êtes recroisés une fois par hasard dans la rue. Elle poussait son landau, et au fond vous n'avez pas osé rentrer dans sa vie. Non, parce que j'étais dans une situation où la communication était trop compliquée. Elle aurait été faussée au départ. Il valait mieux attendre. De toute façon, dans la vie, c'est ça qui est formidable. Les choses vous arrivent quand c'est nécessaire. Et c'est arrivé de nouveau quand ça a été nécessaire, parce que vous absolument. l'avez recroisé des années après dans la rue. Oui, je l'ai retrouvé dans la rue d'Anse, dans le 5e, longtemps après. Et là, la situation était la mienne et la sienne était différente. Et nous avons pu nous retrouver plus facilement. Et vous ne vous êtes plus quittés. Jamais. Et vous racontez dans le livre que parfois, quand vous rentriez de chez elle, vous étiez un peu en colère parce que vous ne partagiez pas les mêmes opinions politiques. Non, pas du tout. Oui, je ne partageais pas ses opinions. Mais en même temps, Yoris me disait, t'exagères. Tu ne vois pas cet autre aspect. Et lui le voyait plus clairement. Et finalement, je l'acceptais. Mais Yoris l'adorait, alors. C'était une femme extraordinaire. Ouais. Et son mari était super. Hein. Non, son mari était vraiment un homme étonnant. Il a été formidable avec elle. Il a
au fur et à mesure des années, il a mieux compris et il a beaucoup, beaucoup aimé. Et beaucoup aidé, oui, vraiment. Et puis ses fils sont super aussi. En fait, toute la famille est super. C'est des bonnes gens, oui. Alors, venons-en justement à la rencontre avec Joris Ivens. Donc, on est au début des années 60 et ensemble, vous allez former un couple assez atypique. Oui. Vous dites dans le livre qu'il vous a donné des axes. Vous dites, au fond, j'étais une fille perdue, il m'a donné des axes. Oui, c'est vrai. Et il m'a donné... Il m'a calmé. Il m'a raisonné. Il m'a beaucoup aimé. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et notre amour a été extraordinaire jusqu'à la fin. Mais il a été extraordinaire aussi parce qu'il ne vous a pas enfermé. Enfin, non, il m'a toujours laissé libre. Et pourtant, Dieu sait si je l'en ai fait baver. Hein. Ça, c'est vrai. Je me souviens, en Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Est était tellement dure. Et en 68, j'avais amené les films de mai 68 pour les montrer à la commission de sélection pour pouvoir les montrer. Alors dans ces films, il y avait Castro, il y avait Trotsky, il y avait tout ce qu'ils détestaient dans ces pays-là. Et alors, ils ont interdit la projection, ils ont dit on ne peut plus les programmer parce qu'il n'y a plus de commission de sélection. On a essayé, mais c'était trop tard. On ne pourra pas les montrer. J'ai dit, bon, ça ne fait rien, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai loué les salles de cinéma qui servaient à vendre les films. J'ai loué 400 salles au 5e ou 6e étage de cet endroit du festival. Et j'ai fait une projection généralisée avec les 4-5 films que j'avais, qui ont eu un succès fantastique. Tout le monde voulait les voir. Tout le festival était dans ces salles. Et la direction du festival était folle de rage. Et après, ils m'ont traité d'espionne. Voilà, j'étais une espionne. Tout d'un coup, on était devenus des espions. On était des mauvaises gens. Et Joris ne m'a jamais empêché de faire ce que j'avais à faire. Mais vous vous êtes rencontrés vraiment par le cinéma, par écran interposé. Oui, parce qu'il m'a vu dans le film de Rouche. Il a dit à Jean Rouche, tu sais, cette petite-là qui demande aux gens s'ils sont heureux, si je la rencontrais, je pourrais tomber amoureux d'elle. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvés par hasard une première fois dans une salle de cinéma. Je suis allée spontanément le voir pour lui demander des conseils pour le film que j'avais fait en Algérie avec Jean-Pierre. Et puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas s'en occuper parce qu'il repartait je ne sais pas où, au bout du monde. Et après, il m'a demandé mon adresse. Bon, d'accord. Et puis, j'ai reçu un énorme bouquet de fleurs. Je vivais encore avec Jean-Pierre. J'ai reçu un énorme bouquet de fleurs. Et puis, ah bon, d'accord. Et puis, et ensuite, j'ai plus une nouvelle de lui. Et puis 3-4 mois après, vous voyez comme il ne faut rien faire dans la vie que les choses vous viennent à vous, quand elles sont marquées par le destin. Et 3-4 mois plus tard, je vais à une exposition de photographie, et je tombe sur lui, on ne s'est plus quitté pendant 28 ans.
Mais c'est magnifique, les petits mots qu'il vous écrivait, que vous écriviez et que vous reproduisez dans le livre, oui, Judith Pérignon, ces petits dessins, vos deux initiales entourées d'un cœur. Oui, quand j'ai vu tous ces petits dessins, j'ai demandé à l'éditeur, mais est-ce qu'on pourrait juste en reproduire quelques-uns, ces petits croquis là, c'est magnifique. Ouais. Mais donc, ils s'écrivaient ces petits mots tout en vivant sous le même toit, voilà. En vivant ensemble. Oui, on vivait tous mais pas ensemble. Dans la même chambre. Ah non, on avait deux chambres. Ce qui est peut-être le secret. Ah oui, il faut commencer par 2 chambres. Hein. Ah ouais, chacun son domaine. Hein. Le premier pas, 2 chambres. Et ne me dites pas que ça coûte trop cher. Parce qu'on peut toujours mettre des portes et des rideaux. Mais on a le sentiment vraiment que dès le début de votre histoire, vous dites tout se met en place et vous inventez vraiment une manière d'être ensemble, une manière de faire couple différemment. Ah oui, absolument. Mais c'est lié aussi, parce que moi j'avais lu La Garçonne. J'étais folle de ce livre, La Garçonne. Et Yoris avait vécu La Garçonne. Il avait vécu les années 20, les années 30, où les femmes étaient infiniment plus libres qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Par exemple, Yoris, d'abord, quand il allait à une manifestation, il allait acheter de la cocaïne à la pharmacie. Vous voyez comme les choses ont changé. Hein. Voilà, il allait acheter de la cocaïne, une petite boîte de cocaïne, c'était pas grave. Aujourd'hui, tout est grave, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et puis... Tu veux parler de Germaine, Germaine Krul, oui. Il avait épousé une femme qui était photographe, qui s'appelait Germaine Krul, qui avait été exécutée par Lénine, mais elle n'était pas morte. Elle avait eu du bol. Et puis elle était sortie de l'Union soviétique. Et par la suite, cette même femme quittera Yoris pour une femme. Vous voyez, c'était pas aujourd'hui, hein. C'était dans les années 30. Et après, Yoris a réépousé Germaine Krul parce qu'elle avait besoin de papier. Eh bien, les gens, ils étaient plus libres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as vu à qui on a affaire. Vous avez vu l'extrême gauche devient une espèce d'extrême droite. Voilà. Et puis, moi, j'ai découvert des choses. Enfin, il y a des tournages entre Yoris et... c'est-à-dire que le cinéma de Yoris Ivens, qui est culte à l'époque, mais qui est sans le son, il y a beaucoup de... Marceline, quand ils vont partir au Vietnam, Marceline va lui imposer presque le tournage avec le son. C'est vous qui vous occupez du son, il vous laisse faire. Hein. Ah bah oui. Ah non, parce qu'on part au Vietnam, on n'a pas de rond, on n'a pas de matériel. Et on arrive au Vietnam avec l'idée d'essayer de faire un film quand même. Et alors, y a un Anglais qui laisse son matériel, une caméra à réflexe. Ça vous dit plus rien, ces matériaux qui pèsent lourd, avec pour éviter le bruit de la caméra, on met par-dessus un système qui pèse 50 kilos, tu vois, pour qu'on n'entende pas le bruit de la caméra. Et moi, j'apprends à faire du son. Non pas je fais du son parce que j'ai envie de faire du son, par pauvreté. Voilà. Et puis, voilà, je ferai du son comme ça. Et après, je ferai 18 films, le son de 18 films. Mais au Vietnam, les Vietnamiens vous disent... Toi, tu as vécu la déportation. Oui, tu peux y aller, tu peux vivre cette guerre. Ah non, ils ne me laissent pas y aller, parce que je suis une Parisienne, à talons. Même pendant la guerre, moi, je mets des talons. Je ne vais pas mettre des talons parce que c'est la guerre. Et alors, le Premier ministre dit non,
parisienne, là-bas, c'est trop dangereux, il faut courir sous les bombes et tout. Mais je dis, mais moi, ça va. Et tout d'un coup, arrive un petit bonhomme, pas plus grand que moi, et Dieu sait, c'est pas grand, hein, et qui dit, et toi alors, et qui regarde mon bras, il voit mon numéro là, il dit, ils t'ont pas cramé à Birkenau? Ils sont pas brûlés? Non? Ah ben toi, tu peux faire tout ce que tu veux dans mon pays, t'as le droit. Donc, il me laisse partir au pire endroit des bombardements, hein, très violents. Et bon, ben ça va, hein. Je suis acceptée parce que j'ai eu un passé quand même. Et il est quand même le président de l'État. Donc, je suis acceptée pour aller. Et puis, moi, je travaillerai comme une dingue. Oui, voilà. Ce qui était intéressant avec la mémoire, parce que bon, Marceline, des fois, elle ne se souvenait pas des détails, et en relisant des revues d'époque et tout ça, elle faisait des interviews, enfin, les deux faisaient des interviews pour raconter leur film, et je tombe sur une interview où Marceline raconte qu'elle essayait de faire des perches avec des bambous, puisqu'elle voulait vraiment, comme les Vietnamiens essayaient de deviner quand allait arriver le bombardement, s'il allait être loin, elle essayait avec ses perches de recréer la distance ou la proximité des bombardements. Oui, absolument. Oui. Et c'est toujours intéressant parce que, même sur la mémoire, c'est des détails que Marceline avait oubliés quand on se parlait comme ça. Et puis en relisant les interviews d'époque, en fait, c'est très parlant sur la façon de travailler dans ce contexte de guerre et en même temps avec des bouts de ficelle, quoi. Ah oui, c'était vraiment des bouts de ficelle. Mais c'était comme ça, c'était super. Et voilà. Et donc, ça a été précieux pour Yoris, ça a été précieux pour nous deux. Et voilà. Et après, on a fait tous les films en Chine. Tout le monde était contre nous, mais on n'en avait rien à foutre. Les gens étaient contre nous, ils avaient tort. Parce qu'il y avait des choses intéressantes qui s'y passaient quand même. Il y avait le pire, mais il y avait le meilleur. Le dernier film que vous avez fait ensemble s'intitule Une histoire de vent. Oui. Et juste il est très faible à la fin du film. Et juste avant de mourir, il dit « On a filmé le vent ensemble et toi, tu vas filmer le feu toute seule. » Oui, oui, parce qu'il n'a plus de force et il dit on a filmé le vent ensemble, mais toi, tu filmeras le feu toute seule. Parce que je pourrais plus. Il n'avait plus la force et il était au bout du rouleau, quoi. Vous savez, la mort, c'est pas ce qu'on croit. La mort, elle ne vient pas n'importe comment. Elle ne vient que si on la veut. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Et on a beaucoup plus de pouvoir sur soi, sur ses propres forces, qu'on ne peut l'imaginer. C'est vrai. C'est ce que je sens. Moi, j'ai 90 ans. Hein. Je vais avoir 90 ans dans un mois. Voilà. Mais je sens très bien que pour durer, il faut avoir envie de durer. Sinon, tu ne dures pas. C'est évident. Il faut vouloir continuer. Il faut vouloir aller jusqu'au bout. Et si on sent qu'on a encore quelque chose à faire, eh ben on reste. On se barre pas comme ça. C'est pas vrai. C'est vrai. Enfin, c'est ce que je sens. Mais moi, j'ai des anges gardiens, alors c'est pas pareil. Hein. C'est vrai. Donc on a plus de force qu'on ne le croit. C'est sur cette idée de force qu'on va terminer cette rencontre. Merci beaucoup, Marceline Loridan-Ivens. Merci à vous tous. Vous n'avez pas de questions à poser? Voilà. Bon anniversaire. Hein? Bon anniversaire.
Ah, c'est gentil. C'est votre anniversaire? Non, c'est le 19 mars. D'accord. D'accord. C'est bientôt mon anniversaire. Ah, c'est gentil comme tout, merci à vous. Ça m'a fait vachement plaisir. J'ai l'impression qu'il y a plein de visages que je connais, mais comme je vois que dalle, je vois des cheveux, beaucoup de cheveux blancs d'ailleurs. Je crois que Beaucoup de cheveux blancs. Pas tant que ça, d'accord. il y a plein de Ah, il y a plein de jeunes. Ok, le bol. Hein. Tant mieux. Est-ce que vous avez peut-être une ou deux questions ou peut-être des remarques de lecture? Je crois que ça vous Je sais importait pas, de oui, savoir ce que les gens oui, ça m'intéresse pensaient. beaucoup, oui. C'est comme vous voulez, hein. Sinon, on peut aller boire un coup. Sinon, on va boire un coup. On peut faire les deux. Ouais, on peut faire les deux. Oui, d'accord. Alors, on va s'arrêter là et on va aller boire un coup. Et puis, le livre est en vente dans le hall de la Maison de la Poésie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Judith. Merci à vous tous. Merci à vous tous.